Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. Le Liban est en état de choc depuis une semaine. Lundi, plus de 500 personnes ont trouvé la mort dans des bombardements israéliens massifs, parmi lesquels des civils, femmes et enfants notamment. Des raids qui ont repris hier, projetant des centaines de milliers de familles sur les routes au sud et à l'est du pays. Même la capitale, Beyrouth, n'est pas épargnée. Après Gaza et le Hamas, Israël veut désormais affaiblir durablement le Hezbollah libanais et ses redoutables tirs de roquettes. Plusieurs centaines de milliers de déplacés aussi du côté israélien ont poussé à l'intervention. Au pays du Cèdre, le Premier ministre Najib Mikati dénonce quant à lui une guerre d'extermination menée par l'État hébreu pendant que Joe Biden met en garde contre un conflit généralisé au Liban. L'embrasement du Moyen-Orient, est-ce pour maintenant? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités sur ce plateau, des guest stars, une guest star, Alain Bauer. Merci beaucoup de nous avoir rejoints exprès de Paris. Alain Bauer, mais qui ne vous connaît pas, hein. Vous êtes éminent professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers de Paris et grand spécialiste des questions de sécurité intérieure et extérieure, internationale bien sûr. Vous êtes également auteur très prolixe. On va modestement citer vos 3 derniers ouvrages. Au commencement était la guerre, sous-titré L'enfer qui nous attend. Ô combien d'à propos pour cette émission, et pas que malheureusement, qui vient d'être rééditée chez Fayard en version augmentée, hein, si je ne me trompe pas. Et puis on va décliner le concept, hein. Tu ne tueras point, paru également cette année chez Fayard, et qui parle, lui, de la violence chez nous, violence extraordinaire devenue ordinaire, la préoccupation numéro 1 des Français, meurtres entre ados, crépoles, des jeunes victimes du trafic de stupéfiants, des femmes violées, assassinées. La dernière en date, bien sûr, c'est cette jeune étudiante à Paris, Dauphine, Philippine, retrouvée morte dans le bois de Boulogne, et dont le suspect vient d'être arrêté en Suisse, chez nous. Le crime, d'ailleurs, toujours au cœur de votre prochain livre, apparaître en octobre, dans très peu de semaines, le dictionnaire amoureux du crime illustré, cette fois bien morbide, hein. Le morbide, c'est aussi malheureusement votre quotidien à vous, Noah Baz. Pas que, heureusement, hein. Mais merci infiniment à vous aussi de nous avoir rejoints. Vous êtes de retour de Beyrouth. Vous avez soigné des enfants, notamment victimes des frappes et explosions de beepers ces derniers jours. Vous êtes pédiatre franco-libanaise, membre de l'Académie européenne de pédiatrie et de la Société française de pneumopédiatrie. Vous travaillez entre l'hôpital Necker à Paris et le Liban avec votre association Petit Soleil. On mettra le lien après, qui a été fondée à la fin des années 90 pour soigner les enfants démunis, sans couverture de santé, dans le Liban, votre chère patrie, qui est l'objet aussi de vos réflexions en tant qu'écrivaine. Une patrie en vrac est parue d'ailleurs l'année passée. Un Moyen-Orient qu'on connaît assez mal finalement, on s'en aperçoit, qui sera l'objet de votre prochain livre. Et vous serez chargé ici aujourd'hui de nous le faire connaître un petit peu mieux. Et enfin, évidemment, Philippe Val. Bienvenue, un petit peu moins bronzé, on sent l'hiver approcher en automne, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter et notre éditorialiste au Point. Le Liban meurtri depuis plus d'une semaine. L'armée israélienne dit avoir frappé plus de 1600 cibles du Hezbollah, plus de 500 morts, je l'ai dit, 1,5 million de déplacés selon les chiffres de l'autorité libanaise. Dans quel état d'esprit se trouvent vos compatriotes, Noah Baz? Alors, c'est la psychose totale à Beyrouth depuis, même si beaucoup de personnes s'y attendaient. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit, c'était prévisible. Ce qui arrive aujourd'hui, nous l'avions prévu. En tout cas, quand je dis nous, je parle du corps médical, je parle de cette déliquescence qui atteint ce pays depuis 2019 et qui est due à sa propre implosion. C'est-à-dire c'est un système qui est devenu aujourd'hui totalement caduc. Le pays est dans un état de chaos qui est devenu un mode de vie. C'est ce que je dis dans mon livre. C'est-à-dire que les Libanais ont tout vu. Moi, ça fait depuis 50 ans que j'ai effectué mon internat en médecine donc à Beyrouth. Je n'ai connu pratiquement que des guerres. C'est-à-dire avec des quelques petits moments de répit,
et de paix. Et si j'ai fondé les Petits Soleils, c'est à cause d'un cas malheureux que j'avais eu étant interne aux urgences dans des hôpitaux francophones de Beyrouth, où le petit était décédé par manque de moyens. Et étant à cause de la guerre, là. Non, absolument. Un enfant qui échappe à la guerre et qui vient mourir par manque de moyens aux portes des hôpitaux, je ne pouvais pas voir ça. Je suis peut-être un peu idéaliste, mais quand j'ai voulu faire médecine, j'ai été élevée dans une double culture de mère suisse, donc de père libanais. Je suis née à Alep. Je n'ai connu que cet état de guerre. Et ce que j'ai vu pendant la guerre était terrible. Alors justement, on va demander à Alain Bauer, comment est-ce qu'on qualifie la situation actuelle au Liban? Justement, est-ce que c'est un prolongement, une intensification d'une guerre qui est déjà existante? C'est une nouvelle guerre? Comment est-ce qu'on la définit? Et entre qui, d'ailleurs, elle a lieu? Alors d'abord, il y a toujours un effet TikTok dans l'interprétation d'un phénomène surprenant pour ceux qui le regardent de loin et habituel pour ceux qui le vivent de près. D'abord, Israël et le Liban sont en guerre depuis 1949. Il n'y a jamais eu de paix entre les deux. Il y a eu des trêves, des intermèdes, des armistices qui, systématiquement, pour des raisons ou pour d'autres, de la volonté d'Israël voulant occuper le Sud pour en faire un pays seulement chrétien, et de la volonté des Palestiniens réfugiés dans un premier temps, des Syriens occupants dans un deuxième temps, des chiites armés, organisés et structurés par l'Iran dans un troisième temps, ont toujours été dans une situation d'être un pays totalement ballotté et chaotique, faute d'avoir un État. C'est un pays sans État, qui a disparu après des accords qui ont eu lieu, permettant aux milices de conserver leurs armes en échange d'un désarmement de l'armée nationale libanaise. C'est le seul cas où un processus d'armistice interne entre des milices et l'État se traduit par la défaite durable de l'État. Et depuis cette période, chacun profite d'un moment particulier pour lancer une attaque contre l'ennemi historique, car je rappelle que pour l'État du Liban, ce qu'il en reste, Israël est un État ennemi. D'ailleurs, il parle de l'ennemi israélien ou de l'ennemi sioniste, comme n'importe lequel autre des États arabes en guerre contre Israël. Il n'y a aucune différence de ce point de vue-là entre la diplomatie libanaise, le Hezbollah, les Syriens ou tout autre, à part les chrétiens, qui avaient, avec l'armée du Liban Sud, créé une zone tampon qui avait duré ce qu'elle avait duré avant d'être écrasée. D'ailleurs, il n'y a quasiment plus de chrétiens dans le Sud. Ils se sont beaucoup évadés pour être occupés beaucoup par les milices chiites du Hezbollah, qui se sont réarmés et surarmés et qui procèdent d'attaques permanentes suivies de trêves permanentes. Il y a eu un moment, en 2006, le Hamas et le Hezbollah ont lancé une opération commune contre Israël avec l'enlèvement de soldats israéliens et une réplique terrible d'Israël contre les deux, mais surtout contre le Hezbollah. On a appelé ça l'opération Deria, un quartier de Beyrouth qui a été entièrement rasé par Israël pour donner une leçon définitive, soi-disant, au Hezbollah. Et cette idée d'avoir des dommages collatéraux plus importants que l'attaque principale était censée être un message clair, car il est très difficile de faire la différence entre les éléments civils et les éléments militaires d'une milice, et particulièrement le Hezbollah, mais le Hamas fonctionne de la même manière. C'est donc une guerre permanente, longue, j'allais dire une guerre éternelle, qui ne peut pas se terminer sans la défaite volontaire d'un des deux adversaires ou un accord entre les deux. Curieusement, tout le monde l'a oublié, mais en octobre 2022, avec l'accord des ministres chiites du gouvernement libanais, il y a eu un accord avec Israël sur le traitement et l'exploitation des réserves gazières qui sont au large du Liban et d'Israël, dont une réserve commune. On était au bord d'une sorte de processus de pacification de la relation qui aurait nécessité que chacun fasse un pas pour obtenir des milliards de dollars qui auraient permis de sauver le Liban de la faillite et d'aider Israël à trouver une solution par le pétrole, qui est une solution aussi utile que par n'importe quel autre moyen diplomatique. Sauf que l'Iran ne l'a pas voulu. Et donc, depuis ce moment-là, les plus extrêmes, et il y en a autant en Israël qu'il y en a en Iran, que les choses soient claires, ont décidé de faire capoter ce processus de pacification, ce qui a valu l'attaque du Hamas, alors même qu'il y avait un accord en vue avec l'Arabie Saoudite, ce qui a valu l'opération des Houthis au Yémen, et ce qui malheureusement vaut désormais le désastre libanais, pris en otage
par l'ensemble des opérateurs qui continuent à le balloter, sauf que là, ça fait des centaines ou des milliers de morts et de déplacés, même si une grande partie des cibles sont des cibles clairement identifiées du Hezbollah, mais avec beaucoup de dommages collatéraux. Là, on viendra aux dommages collatéraux, qui est un chapitre vraiment très important aujourd'hui. Mais la question, justement, parce que Benyamin Netanyahou a dit moi, je ne suis pas en guerre, nous ne sommes pas en guerre contre le Liban, nous sommes en guerre contre le Hezbollah. D'ailleurs, voilà, on vient vous sauver, en gros. Si je fais du sous-texte, est-ce que les Libanais, eux, font une distinction entre eux-mêmes et le Hezbollah ? Alors oui, bien sûr, tout dépend de leur appartenance, mais c'est sûr que le Liban ne veut pas être assimilé au Hezbollah. Je veux dire, au nom de quel Dieu peut-on tuer ? Au nom de quel Dieu peut-on, je vous disais, le fanatisme est un monstre qui ose se dire fils de religion. Nous sommes sur les terres de Voltaire, il l'a dit il y a 300 ans dans son traité de la tolérance. Et il y a une bien-pensance. Alors évidemment, le Liban, si vous l'avez compris, c'est qu'on vous l'a mal expliqué, parce que c'est très, très compliqué à comprendre. Alors, les chiites, quand vous dites les chiites, c'est également des Libanais pour moi. Donc, et il y a, contrairement à ce que vous venez... Enfin, je m'excuse, mais il y a beaucoup de chrétiens encore dans le sud. Je les vois tous les jours chez moi en consultation. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas le choix, qui sont nés à Nabatillé et à Marjayoun et qui ont leur terre. Leurs terres agricoles sont là-bas. Maintenant, cette mosaïque libanaise qui est très riche, mais également très compliquée, a fait que, certains d'entre eux, ceux qui ont eu les moyens, ont migré effectivement vers la capitale, mais beaucoup d'autres sont restés sur place. Et ils viennent nous supplier. Moi, j'ai des gamins de 11 ans qui me récitent des poésies pour que je puisse les aider à obtenir une carte pour émigrer vers la France. Alors, est-ce qu'ils sont contents qu'Israël mène cette opération contre le Hezbollah ? Contents, non. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'Israël a occupé le Liban pendant 20 ans. En 82, j'étais interne et j'ai vu l'invasion israélienne arriver jusqu'à Beyrouth. J'ai même vu M. Sharon se baigner à Jounier, dans un club où j'avais mes habitudes. Plus rien ne m'étonne. Plus rien ne m'étonne. Quand j'étais aux urgences de cet hôpital où j'effectuais mon internat et que Béchir Gemayel a été assassiné, il y a eu un bruit énorme, une explosion monstrueuse. Et c'était la veille du clinica, donc l'examen final. Les 3 premiers de la promo étaient de garde. Mon collègue était monté voir, c'était la finale de football. Et donc, j'étais aux urgences. Et Youssef, l'infirmier, il me dit, l'explosion est à côté. Je lui dis, ah bon, j'étais plongée dans mon passant. Les chambres d'interne étaient un peu de côté. Je n'avais pas réalisé. La première voiture qui est arrivée à l'Hôtel Dieu de France, c'était une Jeep israélienne qui est venue me demander, where is he? Et j'ai dit, he? Who, he? Moi, à côté de la... Enfin, je n'avais pas du tout suivi ce qui se passait. Et alors après, j'ai décrit ça dans « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Ça a été une nuit de folie, c'est-à-dire de 17h jusqu'à 5h le lendemain matin. Ce que j'ai vu ce jour-là, moi qui viens d'un milieu hyper conservateur, élevé dans le catholicisme, ou ce qui est plus traditionnel, je n'étais pas du tout préparée à ce que j'avais vu comme horreur ce jour-là. Il y a eu un avant et un après cet après-midi. Et après, je crois que tout devient relatif. Vous relativisez énormément de choses. On n'est pas préparé à l'horreur. Personne n'est préparé à vivre des moments comme ça. Et c'est là que, je ne vous cache pas qu'il y avait eu des alliances entre les milices libanaises et Israël. Vous le savez très bien. Bah oui, on se souvient qu'effectivement l'horreur, c'était Sabra et Shatila aussi. Ah non, ça c'était l'horreur. Alors les camps où les phalanges chrétiennes alliées à Israël ont massacré. Là, moi, je ne veux pas, je ne suis pas venue parler de politique. Mais aujourd'hui, est-ce que justement la société libanaise se sent alliée? Et quels sont ses rapports avec Israël? Ou bien elle se sent en guerre et elle va plutôt faire corps derrière le Hezbollah? Je ne sais pas, mais le concept de société libanaise est malheureusement un concept purement occidental. Je ne crois pas qu'il y ait une société libanaise. Il y a des sociétés libanaises avec plein de contradictions. Je veux dire, quand vous parlez avec Amal, vous ne parlez pas avec le Hezbollah, qui n'est pas exactement la même. Amal, c'est la représentation politique et parlementaire. Il y a des enjeux qui sont extrêmement différents. Alors, est-ce qu'on confond aujourd'hui l'État libanais, ce qu'il en reste, avec le Hezbollah ou pas?
Non, et d'ailleurs, la démonstration en est faite, même si le message de Netanyahou est un peu étrange, car Israël est en guerre avec le Liban en tant qu'État depuis 70 ans, donc c'est n'importe quoi, mais c'est de la com. La com, c'est juste l'emballage de la guerre. Et de ce point de vue-là, le débat, il est entre Israéliens. Est-ce qu'il y a une invasion terrestre ou pas? Aujourd'hui, le process, il est de ne pas décider. Ouais. Et donc de montrer aux Israéliens qui ont fui le nord, du fait des roquettes et des missiles du Hezbollah, que quelque chose est fait, de montrer aux traumatisés du 7 octobre qu'Israël reprend la main après ce désastre du renseignement, de l'armée, de la politique et de Netanyahou lui-même, qui était ce jour-là le pire ennemi de l'État d'Israël, était son Premier ministre. Et puis de montrer au reste du monde que de toute façon, Israël, comme d'habitude, ira jusqu'au bout de ses propres intérêts, sauf que une guerre nécessite des objectifs de guerre. C'est pas très compliqué, la guerre. À la fin, il faut un objectif. Or, cet objectif est doublement inatteignable. Il ne détruira pas le Hamas, et plus il détruit Gaza, plus il renforce le Hamas, dans les têtes, peut-être pas dans les armes, mais dans les têtes, et il ne détruira pas le Hezbollah, parce que plus il attaque le Hezbollah, plus il renforce dans les têtes le Hezbollah, et même une partie de gens qui n'aiment pas le Hezbollah, mais qui aiment leur pays. Et ce double processus qui n'a aucun objectif, si ce n'est la survie personnelle de M. Netanyahou, est l'élément du désastre annoncé de cette opération. Que Israël se venge après le 7 octobre. Si la France avait été attaquée par Monaco et qu'il y avait eu 10 000 morts, c'est-à-dire à peu près l'équivalent, je pense que nous discuterions aujourd'hui de la manière dont nous avons rasé Monaco. Parce que c'est un réflexe animal. Il est très difficile de faire de la diplomatie quand vous venez de perdre 10 000 personnes massacrées entre un festival, des kibboutz et le reste. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ça n'existe pas. Général Guisan, si c'était arrivé en Suisse malencontreusement dans la période, il aurait proposé la résistance et de couper la gorge aux soldats nazis. Ouais. C'est comme ça. Ce n'est pas un sujet de débat, c'est la vie de la résistance ou de la résilience quand on est envahi, attaqué, agressé, quelles que soient les raisons qui sont données. Et là, on est dans la terreur, puisque vous attaquez directement des civils. Ce ne sont pas des dommages collatéraux, c'est principalement des civils et collatéralement d'autres. Donc voilà. Mais là, la situation de cette guerre, c'est qu'elle n'a pas d'issue. Tout le monde le sait. Et personne n'arrive à convaincre le gouvernement d'Israël, la population d'Israël, le peuple d'Israël, même ceux qui manifestent pour les otages, ils sont pour la guerre. Mais pour sauver les otages. Ils sont pour un compromis entre les deux. Les autres, ils veulent revenir chez eux, donc il faut taper le Hezbollah pour que les roquettes s'arrêtent. Mais tout ça n'est pas possible tant qu'il n'y a pas un accord entre le marionnettiste. Et le marionnettiste, c'est l'Iran. Et l'Iran n'est pas l'Iran, c'est l'Empire perse. Nous, on donne des noms à des histoires qui n'existent plus. Absolument. Les Turcs ne sont pas des Turcs, c'est l'Empire ottoman. Les Russes ne sont pas des Russes, c'est l'Empire slavo-orthodoxe. Mais nous avons une histoire où nous croyons à nos livres de géographie de la globalisation heureuse. Ce que je raconte dans « Au commencement était la guerre », nous avons cru à une illusion merveilleuse de jeunes gens gambadant dans la luzerne et n'existant plus qu'entre Erasmus et la décentralisation et la délocalisation. Tout ça n'existe plus. Nous sommes revenus au bon vieux temps d'avant. Voilà, d'avant, c'est le moment où les empires se confrontent, choisissent des territoires et de temps en temps ont malheureusement des zones d'expansion. L'Afghanistan en est une, la zone syro-libanaise en est une autre, comme l'État islamique l'a parfaitement démontré en ne débordant pas trop sur le Liban, mais beaucoup sur la Syrie et l'Irak. Tout ça, c'est le retour au livre d'histoire, au Malais et Isaac d'avant-guerre, celui où on avait les empires et on regardait les empires et on comprenait ce qu'étaient les zones de confrontation. Au milieu de ça, il y a des États martyrs. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'ils ne le méritent pas, quoi qu'on dise de ce qu'a été cet effort compliqué de la chrétienté, les croisades, le royaume chrétien du Liban, puis Soleiman, enfin, il y a une histoire qui est riche, mais il y avait un moment, jusqu'au moment de la révolte des camps palestiniens pour taper l'État libanais en tant que tel et le prendre pour créer un État palestinien, comme il l'avait fait en Jordanie au moment de Septembre Noir, c'est le moment où l'État s'est effondré et où nous, Occidentaux, n'avons rien fait, rien, pour le remettre en place, tellement nous voulions un accord où tout le monde, en fait, se venge sur le Liban en ayant un petit bout de quelque chose.
Alors, on va revenir justement aux alliés qui sont-ils du Liban aujourd'hui. Mais Philippe Val, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on parle chez nous beaucoup de Benyamin Netanyahou et de son agenda, comme vous venez de le dire, mais la société israélienne est quand même majoritairement derrière cette guerre actuellement au Liban, parce que, d'abord, un demi-million à peu près de déplacés aussi du côté israélien, et effectivement l'impression aussi que du coup, on va assurer une nouvelle sécurité. Ça, c'est quand même assez frappant. Oui, mais comme le dit Alain Bauer, pour des raisons différentes. Ils sont d'accord tout en n'étant pas d'accord dans la société israélienne. C'est très important à comprendre. Cette zone, elle est en guerre depuis 70 ans, mais elle est en guerre depuis 3000 ans. Elle est en guerre depuis très longtemps. Et c'est la zone de confrontation. Et là, on croit que les intérêts des uns et des autres sont ce qui font les guerres. En réalité, c'est aussi les idées. Parce que c'est des plaques tectoniques de religion, de fondation de religion. Et c'est ce qui fait le carburant de ces guerres, le carburant idéologique de ces guerres, et c'est ce qui les rend impossibles à se terminer. Je pense que là, la métaphysique est l'ennemi principal de la paix. On est dans une zone où c'est indémerdable de ce point de vue-là. Et on le voit bien que même les extrémistes, par exemple les extrémistes du camp arabe, ont inspiré largement les extrémistes du camp perse, notamment dans les années 50. Les frères musulmans ont une grande influence sur la façon dont se sont armés les religieux, dont sont passés à l'action violente les religieux chiites, une partie des religieux chiites, dont l'ayatollah Khomeini d'ailleurs, décédé les années 50, 56 à peu près. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très compliqué. Il y a un bout d'Europe, là-bas, qui reste, c'est Israël. D'une certaine façon, c'est pas le Liban, parce que le Liban est, je veux dire, au niveau de la Constitution, au niveau du fonctionnement démocratique, même si c'est un bout d'Europe qui reste. Il y a toujours eu un bout d'Europe là-bas. Il y a eu Alexandrie qui était un bout d'Europe. Il y a eu Beyrouth quand même. Beyrouth, on l'appelait même la petite Suisse du Moyen-Orient. Beyrouth, c'est justement là que c'est impossible, parce que c'est le nœud de toutes ces idées. C'est le nœud Mais justement, Noa Baz, est-ce qu'il y a une solidarité aujourd'hui entre les Libanais et les Palestiniens ? Alors, solidarité, je ne dirais pas, parce qu'il y a un problème de fond très important, c'est que les femmes libanaises ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leurs enfants. Et c'est à cause de la présence palestinienne. C'est ce que l'État libanais, en tout cas, dit. Il dit que si on fait ça, les mariages entre les Libanais et les femmes palestiniennes feront en sorte que tous les Palestiniens deviendront Libanais. Le Liban est un petit pays... C'est pour ça qu'on ne leur donne pas de droit. Qui aujourd'hui contient plus de 75% de réfugiés. Et comment vous voulez qu'on s'en sorte entre les réfugiés syriens, les réfugiés palestiniens? Je ne dis pas que c'est arrivé comme ça. Ils sont là depuis des décennies. Et puis qui sont avec l'accord. Les conditions de vie dans les camps ne sont pas... Moi, je ne veux pas... Je parle des humains, des êtres humains que je vois. Parce que moi, en tant que médecin, quand j'ai un corps qui souffre devant moi, je ne lui demande pas à quelle partie il appartient. Je ne lui demande pas s'il est chiite, sunnite, je soigne. Voilà, c'est ça mon rôle et c'est ce à quoi je m'arrête. Mais ma salle d'attente est pleine de gens qui buzzent et qui parlent, et la télé. Et nous avons été obligés souvent, mon mari et moi-même, il est ophtalmo, donc chef de service à la fois un ancien des 15-20, et chef de service donc, à l'Hôtel-Dieu de France à Beyrouth. Nous sommes obligés d'éteindre la télé pour que les gens ne s'empoignent pas dans la salle d'attente. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est. Et quand ils comprennent que nous sommes à égale distance de tout le monde, là, ils se taisent et ils respectent. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Libanais se sentent pris en otage par le Hezbollah. A raison. Mais de notre côté, je ne défends personne, et je ne juge personne. Mais par contre, la pauvreté, c'est ce Sud-Liban qui a été pendant des années, vous savez comment on les appelait? Les mahroumines en arabe, c'est-à-dire ceux qui n'ont rien. L'État n'a rien fait pour eux, il les a ignorés. Vous avez des fortunes colossales dans le Sud comme dans le Nord qui ont ignoré ces gens qui avaient des rêves, ceux d'envoyer leurs enfants dans des écoles, de leur donner une culture, une instruction. Le parti a payé pour ça.
Donc le Donc, Hezbollah, oui. le Hezbollah a suppléé aux A déficiences de suppléé, l'État et au vous Liban. entendez les gens vous dire, qui témoignent à la télé, vous pouvez mettre LCI, ce que vous voulez, vous entendrez les gens en train de vous dire « je n'avais pas de quoi me soigner, c'est le parti qui a payé ». Ça, je l'entends tous les jours. Alors, nous sommes une ONG apolitique, non confessionnelle. Nous essayons de leur faire comprendre, et c'est très difficile, comme Philippe l'a dit, parce que tout est bâti sur la religion. Quand vous avez un système que la France a établi en 1920 avec un confessionnalisme pour faire plaisir à ceux-là, pour faire un peu plaisir à ceux-là, et que le système est pourri, il faut tout casser et tout recommencer. Moi, je suis médecin, c'est mon point de vue, je ne suis pas politologue, mais je pense que c'est la seule chose. Un État laïque, mon Dieu, allez faire voter les gens. Alors après, les chrétiens vont vous dire « Ah non, mais si on fait ça, c'est évident. Aujourd'hui, les chiites sont majoritaires, nous allons avoir un président chiite. » Et pourquoi pas ? Si ce monsieur est qualifié. Est-ce qu'on est qualifié juste par une naissance ? Les disparités et l'injustice, et je vais dire l'inégalité, commencent à la naissance. La naissance, c'est la plus grande des injustices. Parce que vous ne choisissez pas votre lieu de naissance. Et après, plus vous vous rapprochez de la mort, plus peut-être l'égalité se fait. Mais sur la situation actuelle, justement, là, la grande question aussi, c'est quelle riposte face aux attaques d'Israël aujourd'hui de la part du Hezbollah, puisqu'on voit qu'effectivement une grande partie de ses chefs ont été décapités. Encore un est tombé hier dans les frappes israéliennes. Est-ce que le Hezbollah est en mesure aujourd'hui de riposter? Avec quel type de riposte? Et puis est-ce que ses alliés, enfin son grand allié, l'Iran, dont on ne comprend pas trop ce qui se joue d'ailleurs en Iran, si c'est de la faiblesse, si c'est de la diplomatie, etc., peut intervenir aussi? Alors, en Iran, c'est de la division. Car comme dans tout appareil centralisé, quand l'opposition n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Alors elle est dans une opposition historique, le système iranien a toujours été double. Quand vous aviez Khomeini, vous aviez Yazdi, vous avez Hom et Meshed. Le rêve éveillé du chiisme duodécimain, c'est d'avoir un pape, ce qu'ils ne sont jamais arrivés à faire. Et donc tout est divisé en deux, à l'intérieur de l'Iran comme à l'intérieur de l'Irak. Et les deux sont en concurrence pour un dispositif qui pourrait ressembler à l'Église catholique, parce que vraiment, ça serait formidable, sauf qu'il n'y arrive pas. Et donc, il y a une concurrence permanente avec une secte très puissante, dont on parle très peu, mais qui est très bien étudiée, notamment par les jésuites libanais, Absolument. Qui sont les Hodjatiers, parce que nous avons une vision très éloignée, on a une vision très journalistique, limitative de cette affaire, très occidentale, on sait tout, on comprend tout et on ne regarde rien. Mais quand on étudie à fond, et je salue nos amis jésuites pour cela, on découvre qu'il y a des sectes et des organisations. Le clergé combattant, ce n'est pas les Hodjatiers. Ils se battent entre eux pour la représentation au Conseil des gardiens. Les gardiens de la paix, qui sont la force. Le Conseil des gardiens de la Révolution, c'est-à-dire le Conseil des gardiens, qui est le conseil de surveillance qui permet de désigner le futur guide qui va mourir et qui pensait que l'ancien président, qui est mort dans un accident d'hélicoptère, allait lui succéder, qui ne sait pas comment recaser son propre fils, qui aimerait bien lui succéder, alors d'une manière assez étonnante dans le chiisme, père-fils, et qui est aujourd'hui dans une difficulté. Voilà. Donc ils ont un problème, et l'élection d'un président réformateur, ça ne veut rien dire dans le chiisme, que les choses soient claires. C'est une église parti-État, mais il y a des tendances plus ou moins radicalisées, comme on dit, et donc ils ont un problème de définition de la ligne de réponse. Le corps des gardiens de la Révolution étant à la fois une armée parallèle, mais surtout une énorme entreprise économique et financière qui n'a aucune envie de perdre ses privilèges dans une guerre inutile. C'est allez-y et je vous suis. Il ne faut pas interpréter ça comme une faiblesse de la part de l'Iran. Aujourd'hui, l'Iran va bien. Un choix, pas tous les œufs dans le même panier. On aide le Hamas, mais pas trop. On aide le Hezbollah, mais pas plus qu'il n'en faut. On aide les Houthis pour essayer de piquer partout le lion israélien et le rendre fou. On essaye de pousser les Occidentaux à la faute, mais on ne veut pas aller trop loin parce qu'on ne veut pas non plus finir sous une pluie de bombes. On a bien compris le message des Israéliens. On a essayé de répondre. On a réussi 2-3 opérations, notamment à côté de la centrale nucléaire, mais surtout du pôle de lanceurs nucléaires israéliens à Dimona. En contrepartie, on vient de lancer un missile à Tel Aviv, pas loin du quartier général du Mossad, en disant que c'est ça qu'on visait, et donc on en est capable. On peut complètement détruire le trafic sur la mer Noire. Il y a énormément de sujets aujourd'hui qui montrent la capacité de monter en puissance et le fait de ces « retenez-moi »
avant que je me fâche. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la cible essentielle des Israéliens, c'est essayer de terminer Gaza et ils n'y arrivent pas. Ils perdent des hommes tous les jours et ils reçoivent encore des roquettes et la reconstitution du Hamas et la réalité des tunnels. Et chaque fois qu'ils quittent Khan Younes pour aller dans le nord, ensuite, il faut revenir ensuite parce que ça s'est reconstitué. C'est une histoire sans fin. Et le Hezbollah, c'est pareil. Et donc la situation, c'est que selon Israël, hier, ce matin, ils avaient détruit 50% seulement, pardon de le dire comme ça, des capacités militaires du Hezbollah. Et une partie des capacités militaires du Hezbollah sont cachées dans des immeubles civils, sous des... Mais comme c'est la tradition des tunnels ne date pas de la semaine dernière, c'est pas nouveau. Et donc ce processus-là, il amène à considérer, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, que c'est une guerre sans fin. Donc de toute façon, elle n'aura pas de fin. La question, c'est quel est le moment du cessez-le-feu. D'accord, mais justement, on va poser la question différemment. Est-ce qu'Israël a des lignes rouges au Liban ou bien... Aucune. Non. Aucune. Donc ils vont faire la même chose. C'est Antonio Gutiérrez qui a dit justement craindre un nouveau Gaza au Liban. Est-ce que ça c'est plausible? D'abord, le premier Gaza, c'est Deria en 2006. Le modèle historique, c'est 2006. Le premier Gaza, la destruction totale d'un quartier d'habitation à Beyrouth, c'est 2006. C'est le prototype de ce qu'on appelle l'opération Deria et donc de la doctrine Deria, qui est... Vous n'avez pas bien compris, nous n'allons pas taper à égalité, on va taper tellement fort que vous n'aurez plus jamais envie de recommencer. Et ça a marché pendant 15 ans, avant qu'il y ait la reconstitution, un travail très intelligent, très structuré. Les gardiens de la Révolution ont beaucoup aidé à la restructuration du Hezbollah, comme ils ont aidé à la restructuration du Hamas. Donc ça a mis 15 ans, mais ça n'a duré que 15 ans. C'est le temps de la pause. C'est-à-dire le moment où on décide de monter les enchères ou de rester à un niveau de pacification tranquille. Le Hezbollah, le Hamas et surtout l'Iran ont décidé de monter les enchères. Et il se trouve que malencontreusement, ils ont eu face à eux quelqu'un qui était capable de faire encore pire. Voilà, on a les deux pires, il faut être honnête de ce point de vue-là. Entre M. Netanyahou et le guide de la révolution Khamenei, on n'a pas de chance. Et donc, on n'a pas d'opérateur pacifique parce que démocratiquement, Israël n'a pas réussi à éliminer Netanyahou, je dis bien démocratiquement, et parce que malheureusement, en Iran, le président élu, comme ses prédécesseurs réformateurs, n'ont pas réussi à contrebalancer le pouvoir du guide de la Révolution. Le président, là-bas, il est un président de la 4e République en France. C'est-à-dire, il est là pour inaugurer les chrysanthèmes et faire 2-3 déclarations aimables au Conseil de sécurité, mais il ne décide de rien. Mais ce qui frappe, effectivement, c'est ce côté sans discrimination pour les civils, cette ultra-violence, finalement, Israël n'en a que faire, effectivement, ou en tout cas ne montre pas en avoir à faire, justement, des victimes civiles. On a l'impression aussi, le 7 octobre, on n'en avait pas à faire non plus des victimes civiles. On le dit parfois, chez vous, en Occident, on ne comprend pas nos réflexes, justement, moyen-orientaux, c'est le œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que cette violence-là, elle est justement inhérente au Levant? On parle souvent d'un tempérament méditerranéen, c'est-à-dire ils ont le sang chaud. Moi, ça, je l'ai entendu toujours. Si vous voulez, si vous me demandez que si c'est dans les gènes, la violence, je vous répondrai, allez voir ce qu'ils ont fait à Phnom Penh. La violence est partout. L'être humain n'est pas plus intelligent ou meilleur sous certaines latitudes. Un être humain est un être humain partout où il est. Par contre, pour ce qui est de votre question précédente, moi, je vous répondrai de façon médicale. Je répondrai que c'est comme une bactérie ubiquitaire. C'est-à-dire, vous traitez et vous ne savez pas comment elle va changer. La coqueluche, par exemple, c'est un exemple typique. Vous traitez la coqueluche par, on ne sait pas si c'est une bactérie ou si c'est parce qu'elle passe son temps à changer. Donc, vous avez trouvé le traitement. En dernière minute, le traitement change. Enfin, vous devez changer de traitement parce que la bactérie, la constitution génétique de la bactérie a changé. Et c'est ça, moi, ce que je me dis, c'est une guerre sans fin. De toute façon, je n'ai connu que ça. Alors moi, je vais vous répondre, il y a eu quelques moments d'accalmie, mais moi, j'ai grandi avec les valises dans le couloir et on va à Genève. C'était ça. Toute mon enfance, mon adolescence, ça a été ça, jusqu'au moment où nous nous sommes installés donc, à Genève d'abord, puis à Paris pour mes études de médecine. Et quand j'ai choisi de faire mon internat à Beyrouth, parce que cette terre est belle.
malgré tout. C'est une très belle terre, le Levant. D'où que vous le preniez, de n'importe où, c'est une terre qui... Il y a la lumière de ce Levant est unique au monde. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui me manque le plus, c'est cette lumière. Quand vous vous levez à Paris, vous voyez ce ciel gris qui plombe, vous pensez à ça. On a d'autres lumières. Vous avez, oui, la ville lumière, ça. Sur la question de la violence, on va se repasser cette séquence qui a évidemment frappé partout dans le monde. C'était la séquence de l'explosion des beepers, plus des talkie-walkie la semaine dernière. On regarde cette séquence. On se demande maintenant si c'est un crime de guerre, toutes ces explosions, ces mutilations, davantage que des morts d'ailleurs. Mais aujourd'hui, l'impression qu'effectivement, de toute façon, les crimes de guerre suivent les crimes de guerre et qu'il y a une totale impunité. Alors, d'abord, la guerre est un crime, donc on va la mettre de côté. Commencer par ça. Et ensuite, la régulation de la guerre amène à ce que tout le monde utilise des termes dont il ne comprend pas la mesure, parce que personne ne lit les textes qui n'arrivent même pas à définir ce que sont les soi-disant lois de la guerre. Ce sont des règlements dont beaucoup sont dus à la Suisse et à l'apparition de la Croix-Rouge, qui visent simplement à trouver des espaces de ce qui est totalement interdit, quoique, faut voir, ça dépend. Et tous ceux qui commentent les lois de la guerre me laissent absolument pantois dans leur affirmation définitive qu'ils savent de quoi ils parlent. Parce que c'est comme le Liban, quand on a pensé qu'on a compris, c'est qu'on a tort. Et bien les lois de la guerre, quand on a pensé qu'on a compris, c'est qu'on a tort. Parce qu'on n'a pas bien lu. Ce sont des textes extraordinairement picrocolins. Alors, j'ai fait droit constitutionnel au commencement de ma carrière, donc il m'est resté des traces. Mais en fait, la quasi-totalité de ce que nous définissons aussi pour des raisons morales, que je comprends et je soutiens comme crimes de guerre, ne sont pas légalement des crimes de guerre. Ce sont des éléments de guerre, et donc, si je suis israélien, je peux vous dire, ce sont des attaques ciblées contre des porteurs de beepers et de pagers et de talkie-walkie achetés par une organisation terroriste et remis à ses membres. J'ai donc monté une opération ciblée avec quelques effets collatéraux, certes tristes et dommageables, mais en fait, c'est une opération ciblée contre des terroristes. Où est le problème? Et si je suis en face, je dis non mais tu as envoyé 5000 impulsions, tu ne savais pas bien où, ni comment le truc, on ne savait pas dans quel endroit il était, ni à quel environnement, ce qui explique les dommages dits collatéraux, notamment sur un certain nombre d'enfants, ou de civils, là, vraiment. Alors, on va juste voir l'image, effectivement, des jeunes que vous avez soignés. Ça, c'est un jeune de 14 ans. Ça, on a sauvé l'autre œil, en fait. Ouais. Mais juste pour vous donner une idée, en un week-end, l'équipe chirurgicale ophtalmologique, donc, dont mon mari s'occupe, a fait 25 éviscérations en 2 jours, c'est-à-dire les globes oculaires complètement enlevés, plus qu'en 25 ans de pratique ophtalmo. Alors après, ce sont les dommages collatéraux de la guerre, mais c'est terrible de voir qu'un enfant de 5 ans, qui n'a rien demandé, qui marchait près de sa maman, a reçu ça dans les yeux. Ça s'appelle les dommages collatéraux. Comme vous le dites, le Liban est en train de payer le prix de tout ça. À cause de qui? À cause de quoi? Je ne veux pas rentrer dans les détails. Pour moi, un enfant, c'est l'avenir. C'est-à-dire que parier sur l'enfant, c'est parier sur l'avenir. C'est pour ça que ça fait 28 ans qu'on travaille dans cette association. Mais est-ce que justement, aujourd'hui, ça fait sens encore de faire une distinction entre les civils et les militaires? Parce que la guerre moderne, et ça, c'est pas très neuf, ne distingue en tout cas de moins en moins clairement, l'un et quand l'autre. vous attaquez directement des civils, vous êtes hors du champ acceptable des lois de la guerre. Il n'y a pas de débat. Voilà. Par contre, si vous avez, et il est prévu dans les textes, caché un lance-missile, un lance-roquette, un dépôt de munitions sous un hôpital et que vous l'avez fait délibérément, eh ben, j'ai le droit de taper l'hôpital. Ma seule obligation, c'est d'envoyer un message disant si par hasard vous êtes au-dessus d'un truc, parce que vous ne pouvez pas ne pas le savoir,
quand même être honnête. Et on vous conseille de vous tirer le plus rapidement possible. Ce que font les Israéliens. Ce que font les Israéliens. Et donc, contrairement à une idée répandue, aussi, l'absence de distinction entre civils et militaires ou miliciens ou terroristes ou ce que vous voulez, en fait, elle est liée au choix délibéré de mettre dans des organisations et dans des immeubles civils, et clairement identifiés parfois comme des hôpitaux, comme des écoles, comme des maternelles, des équipements militaires. Il est clairement prévu, c'est comme quand vous avez des soldats sans uniforme, eh bien, ils sont traités différemment des soldats avec uniforme s'ils sont pris sur le territoire ennemi. C'est la règle des fameuses lois de la guerre que personne ne lit parce que nous avons une répulsion morale au fait que des civils, et notamment des enfants, soient touchés. Et on a raison, c'est même plutôt sain que nous ayons cette répulsion morale. Mais à un moment ou à un autre, celui qui utilise les civils comme bouclier, il a une responsabilité aussi grande que celui qui tire sur le bouclier. Voilà, ça c'est quelque chose qui est décisif, c'est une information majeure, c'est grand A dans la compréhension des conflits au Moyen-Orient. Or, par exemple, c'est ce qui échappe à des très grands journaux, comme Le Monde par exemple. La question des boucliers humains est décisive pour la perception que le public va avoir d'un conflit. C'est-à-dire que dès qu'il y a utilisation de boucliers humains, où est la culpabilité? Alors, tel que c'est présenté chez nous en France par Le Monde, évidemment, la culpabilité est du côté d'Israël et jamais du côté du Hamas, qui pourtant utilise des boucliers humains depuis toujours. C'est sa spécialité, pratiquement, les boucliers humains. Donc, la perception du conflit n'est pas juste, elle est biaisée parce que cette question des boucliers humains n'est pas prise en compte dans cette affaire de guerre au Moyen-Orient. Elle est décisive, elle est à la base. Est-ce que vous vous sentez otage, justement, du Hezbollah? Moi, personnellement... Non, comme Libanaise. Comme Libanaise, je me sens otage d'un pays qui n'est pas un pays, qui n'est plus un pays. J'en veux aux personnes qui dirigent ce pays et qui auraient pu changer la donne. Parce que, si vous voulez, les familles, comme je l'ai déjà dit, qui vont vers un parti politique, ce n'est pas uniquement le Hezbollah. Il y a eu d'autres partis politiques qui ont pris les gens en otage. Moi, quand j'étais en 6e année de médecine et qu'on est venu m'obliger à faire un service militaire et que je leur disais « je suis suisse, je suis antimilitariste », personne n'a voulu m'écouter. On m'a prise de force, on m'a fait... Je n'ai jamais demandé à tirer une Kalachnikov, mais il fallait, c'était comme ça, il fallait adhérer. Et je vais vous dire plus que ça. Je passais les examens médicaux à des personnes qu'on voulait enrôler dans la guerre pour défendre le pays. Les mamans pleuraient en me suppliant de trouver un défaut physique à l'enfant pour qu'il n'aille pas combattre. Et alors j'en veux à un pays qui n'est pas un pays. J'en veux aux gens qui, aujourd'hui, vont voter pour des personnes et réalisent un même Parlement qui ne sert à rien. Nous sommes descendus dans la rue le 17 octobre 2019. Nous avons brandi des écriteaux. J'avais beaucoup d'amis français en ce moment-là parce que j'avais mis sur pied un prix littéraire et que... il y avait beaucoup d'amis français qui étaient là, qui sont descendus, qui ont vu, qui ont manifesté avec nous. Ça a abouti à quoi? À rien du tout. À rien du tout. Ils ont revoté pour les mêmes personnes. Il y a eu peut-être, on va dire, sur 128 membres de l'Assemblée nationale, il y en a eu peut-être 12 soi-disant puristes qui ont été changés. On est revenu au même point. C'est monstrueux. Cette déficience de l'État, on va faire le grand saut et on va revenir chez nous. Justement, cette déficience de l'État aussi, elle est souvent mise à l'index aujourd'hui pour expliquer une recrudescence de la violence. C'est l'objet d'ailleurs d'un de vos derniers livres. Et ça, c'est... Alors maintenant, en France, justement, il y a un nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Est-ce que vous espérez que l'État français va reprendre ses capacités sur justement cette sécurité intérieure? Alors, d'abord, le rôle du ministre en France est un rôle en CDD. En plus, nous sommes dans une situation où le CDD semble plus court que d'autres. Ensuite, il y a la personnalité des ministres. Alors, Bruno Retailleau, contrairement à un certain nombre de son prédécesseur, ce qui n'est pas le cas de Gérald Darmanin, mais qui était le cas de toute la génération Macron, est un élu de terrain, enraciné dans le terrain, qui a géré, qui sait ce que c'est, qui a connu toutes les étapes et qui donc a une relation directe avec les gens.
Il sait ce que c'est que les gens. Il ne leur parle pas de haut en pensant que ce sont tous des idiots et que lui seul a la lumière, la vista et la vision et que heureusement il est là et que les autres doivent suivre. Il y a un côté très emblématique. Deuxièmement, un ministre de l'Intérieur en France, c'est soit un ministre de la police, soit un ministre des policiers. Il est très rare qu'on ait les deux. Alors soit c'est un ministre de la police, il a une vision de ce que doit être la police, police de proximité, police de l'ordre et de l'ordre, comme dirait Bruno Retailleau. Soit c'est un ministre des policiers, parce qu'il se rappelle que c'est quand même une maison où la ressource humaine est l'élément essentiel. C'est ce que moi je l'appelle Mammouth 2. C'est Mammouth 1, c'était le ministère de l'Éducation nationale. Mammouth 2, c'est le ministère des policiers. Et le ministère des policiers, il faut traiter des gens qui ont des problèmes, des revendications et qui sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils sont en crise sociale, ils sont en crise éthique, ils sont en crise de reconnaissance, ils sont en crise de considération, ils sont en crise de moyens, ils sont en crise de matériel, et puis ils sont en crise de confrontation à une violence où, avant, ils étaient victimes de la violence parce qu'ils arrivaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Maintenant, ils sont victimes de guet-apens et d'agressions directes pour bien montrer qu'il y a une concurrence non plus entre l'ordre et le désordre, mais entre deux ordres. Un ordre criminel qui s'enracine du fait du trafic de stupéfiants et qui veut expulser la police, et une police qui résiste à l'agression venue de l'extérieur et qui se calfeutre dans ses commissariats ou qui monte dans les quartiers comme une expédition quasiment militaire. Donc ça a changé la nature de la relation. Et puis des individus, des citoyens qui voient monter une violence généralisée. Alors ça, c'est un sentiment ou c'est une réalité, non. cette violence généralisée? Le sentiment est généralisée. une invention de sociolâtres. La sociologie est une belle science, la sociolatrie est un culte. Et donc, comme le disait Philippe tout à l'heure, je n'entre pas dans les dimensions de savoir qui gère les âmes. Moi, je suis plutôt côté conscience. Mais la problématique du sentiment d'insécurité, c'était le joli mot pour ne pas reconnaître la réalité. Alors, on n'a pas 36 milliards d'indicateurs pour savoir ce que c'est. Il n'y a pas d'indicateur de la violence. Les indicateurs du crime sont partiaux, parcellaires et pas toujours très bien gérés. On enregistre ce qu'on veut, on poursuit ce qu'on veut aussi. Mais on a un indicateur assez fiable. Car depuis 1539 en France, merci François Ier, qui nous a permis d'avoir le français comme langue administrative et l'état civil, nous savons qui naît et qui meurt. Et avoir une identité, c'est quand même pas inintéressant. On est passé en période de paix de 150 homicides pour 100 000 habitants à 1. Donc je pourrais vous démontrer que jamais la France n'a été aussi pacifique, car en termes d'homicides, on n'a jamais tué aussi peu. Sauf que depuis 20 ans, malheureusement, nous avons une inversion de tendance extraordinairement rapide, accélérée, à un rythme qu'on n'a pas connu au cours des 50 précédentes années. Non seulement notre plus bas historique, c'est en 2012, avec moins de 700 homicides, nous sommes passés à plus de 2000, 50% d'augmentation en 10 ans, c'est beaucoup. Mais deuxièmement, si nous prenons en compte les tentatives d'homicide, qui ne sont que des homicides ratés, soit par l'incapacité de l'auteur, soit par l'efficacité des services de secours, merci madame, il y a un événement qui est qu'en 2023, la France a connu sa pire année de l'histoire de la statistique moderne en matière d'homicidité, homicide et tentative. Et donc, on n'est pas dans un sentiment, on est dans un climat. On n'est pas dans un sentiment d'insécurité, mais dans un climat de violence qui concerne les féminicides, qui concerne les règlements de compte entre criminels, qui concerne les règlements de compte entre jeunes pour un regard, une fille, une cigarette, n'importe quoi, un jogging, un survêtement, et j'en passe et des pires, et qui augmente aussi dans les relations entre voisins, entre conducteurs, au travail. Il y a une violentisation généralisée de la société qui n'est plus marquée seulement par un problème criminel ou par la révélation MeToo des féminicides, par une violence généralisée parce que c'est plus rapide et plus efficace d'y aller tout de suite que de faire confiance à un système judiciaire qui n'est pas laxiste mais qui est lent. Tellement lent qu'on règle ses comptes. Où que ce soit, qui que ce soit, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe et quel que soit l'origine. Et ça, c'est le problème que la France connaît aujourd'hui et qui n'est pas réglé parce qu'au cours des 6 premiers mois de cette année, alors je n'ai pas encore un chiffre annuel, on le saura fin janvier, début, eh ben, ça ne s'est pas beaucoup amélioré. Il y a eu des effets de transfert, mais on sent bien que la question de l'homicide, de la violence, est aujourd'hui telle qu'elle a submergé tout le reste et qu'effectivement, comme je l'écrivais dans Tu ne tueras point, l'extraordinaire est devenu ordinaire. Mais quelles mesures justement prendre? Parce que la France, vue de Suisse, c'est un pays qui enferme beaucoup, qui est très répressif, contrairement à ce que semblent croire les Français. Quelles mesures justement pour faire baisser ce niveau de violence aujourd'hui on doit prendre urgemment?
D'abord, vous commencez à prendre le sujet comme de manière médicale. La criminologie, c'est une science clinique. On commence par le diagnostic, on établit un pronostic et on offre une thérapeutique. Le diagnostic doit être partagé, le pronostic il peut être discuté et la thérapeutique disputée. Nous n'avons pas de diagnostic dans notre pays, sur rien. Nous sommes les spécialistes de la thérapeutique sans diagnostic. Alors, des chiffres, mais soit par miracle. Non, encore, on n'a pas de chiffres. Nous avons des chiffres depuis qu'une enquête de victimation a été mise en place pour savoir ce que la police n'enregistrait pas et ce que les victimes ne déclaraient pas. Nous avons eu la plus grande surprise de notre vie. Parce que s'il y a des enquêtes de victimation aux États-Unis depuis 1973, en Grande-Bretagne depuis les années 80, en France, on n'en avait pas. Je l'ai mise en place à la demande d'une commission parlementaire bipartisane, donc tout le monde y était. Ouais. Et on attendait des chiffres qui étaient 2 fois à peu près ce que la police enregistrait. On a eu à peu près 4 fois. Mais surtout, on a découvert que le nombre de rétroviseurs cassés était connu à 73%, merci les assurances. Le nombre de victimes de violences intrafamiliales ou de personnes qui vivent ensemble, notamment des femmes et des enfants étaient victimes, nous le savions à 9%. Nous avons 91% de méconnaissance totale de violences entre gens qui se connaissent, vivent ensemble et sont donc régulières et récurrentes, par peur, par honte ou par incapacité des services de police ou de gendarmerie à enregistrer ces plaintes. L'immense travail qui a été fait depuis, et il y a eu un immense travail, nous permet désormais d'augmenter massivement la connaissance des faits. Sauf que quand les faits augmentent, le ministre n'est pas content. Parce que quand ça augmente, c'est de sa faute, ce qui n'est pas vrai. Sa faute, c'est s'il ne répond pas à l'augmentation. C'est-à-dire, quand il y a un effet, plus ça augmente, plus je réponds, il répond. Et donc, c'est bien. On sait plus de choses, on répond à plus de choses. Quand il y a un effet ciseau, plus ça augmente, moins je réponds, c'est la faute du ministre. Or, le ministère de l'Intérieur a cru qu'il était le producteur de la violence, alors qu'il est le producteur de la sécurité. Il devrait être jugé sur le taux d'élucidation, le taux de déferment, les poursuites, l'efficacité, l'exécution des peines, sujet qui vient de devenir... chacun parlant de ce qu'il ne connaît pas. Le taux d'exécution des peines, nul ne sait ce que c'est, puisque personne ne sait comment ça marche. Voilà. Mais chacun vous dit « Ah non, non, mon taux d'exécution est formidable », et l'autre dit « Ah, il n'a jamais été aussi mauvais ». Mais les deux ont raison, mais ils ne parlent pas de la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, donc on a un problème de culture, d'éducation, et premièrement de diagnostic. Dans les problèmes de violence, il y a l'effet de la ragosphère, la tiktokisation de la société, l'accélération du passage à l'acte. Ça, c'est un problème de contrôle d'un espace qui est le Far West numérique, sur lequel nous avons décidé, les beaux esprits du 6e arrondissement, qu'il ne fallait pas de shérif. Parce que la liberté. Alors, il nous reste très peu de temps. Je termine très rapidement. Oui, non, mais juste sur la question de la drogue. Sur la drogue, parce que vous l'avez cité, le problème justement du trafic de drogue aujourd'hui, c'est un problème, alors number one dans la sécurité en France. En Suisse, on a la démarche inverse en disant il faut libéraliser. Enfin, on libéralise pas, mais on aimerait libéraliser en disant justement c'est ça qui va apporter la solution. Est-ce que ça, c'est une bonne solution pour combattre ce trafic ou pas? Ni la répression, ni la libéralisation ne fonctionnent. Point. L'allègement de l'administratif. Ça ne marche pas. Par contre, on sait que dans la drogue, il y a 3 sujets. La production, la distribution, la consommation. Nous sommes spécialisés à la demande du gouvernement des États-Unis, sur lequel nous déversions avec la French Connection des centaines de tonnes de produits stupéfiants d'excellente qualité d'ailleurs, de faire une répression aveugle avec la loi de 70, qui punit autant le producteur, le dealer et le consommateur. C'est une immense erreur. Ça fait des années que le docteur Olive Einstein explique que pour assécher la distribution, il faut assécher la consommation. On ne punit pas le consommateur, on le traite comme un malade, comme un addict. Et donc c'est vers lui que doit être traité l'élément majeur. Le reste, c'est de la politique qui est menée par les services sur le démantèlement des réseaux. Mais pour prendre un exemple, on n'a jamais eu autant de distribution de cocaïne en France, avec jamais autant d'interpellations et de saisies. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais produit autant de cocaïne d'un côté, que nous sommes quasiment autosuffisants en matière de cannabis, avec un taux de THC très élevé qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passait dans les années 60, et enfin, parce que nous ne traitons pas du tout de la question du consommateur. Donc on va commencer par le commencement. Qui achète de la drogue et qui en utilise? Si on en achète point et si on utilise moins, la question va se résoudre à l'envers. Et donc on va faire du travail à peu près intelligent et médical. Ce sera le mot de la fin. On n'aura pas le temps de parler effectivement de la résilience que vous recherchez, puisque vous dites que vous recherchez aussi le bonheur dans vos écrits comme libanaise. On souhaite je le souhaite à tout le monde, le bonheur. C'est et on lui souhaite. Le Liban, et on lui souhaite à ce coin de terre que justement il retrouve le chemin.
Mais pour l'instant, ça paraît bien sombre à l'horizon. Ce sera donc ce point de conclusion dans le point. Ce sera évidemment pas un point de conclusion total de cette question. L'espoir. Voilà. Toujours là. Pour continuer à approfondir ce sujet, on va refaire une petite énumération de tous les ouvrages que vous pourriez lire, que vous pourrez lire. Ceux d'Alain Bauer, que je remercie infiniment d'avoir été parmi nous. Donc, Tu ne tueras point. De commencement, il y avait la guerre, tous les deux parus aux éditions Fayard. Le dictionnaire illustré amoureux du crime apparaît très prochainement. Et le futur livre de Noah Baz sur le Levant, qui paraîtra aussi dans les prochaines semaines. Voilà. Lévi Cata avec L'âme des peuples. Et pour réparer, si vous en cétez l'âme un peu, je recommande l'association Petit Soleil de Noah Baz qui vise à donner des soins aux enfants démunis au Liban. Donner, comme dirait Enrico. Nous sommes 40 médecins, c'est moi qui l'ai fondé. Merci 40, à vous tous et merci à vous pour votre confiance. Naturellement, on se retrouve mercredi prochain. En attendant, le point est en replay à retrouver sur toutes nos applications et sur YouTube. Très belle semaine et bonne soirée à toutes et tous. Infomaniac, le Cloud éthique vous a présenté le point.